Merci monsieur le Président, monsieur le Secrétaire Général, mesdames, messieurs, chers maîtres, c'est un honneur d'être devant cette assemblée aujourd'hui. Alors effectivement, je vais vous parler du traitement de l'endométriose rectale par ultrason focalisé à haute intensité. Et je ne peux pas devant vous dire que tout le monde sait que la chirurgie est un art. Vous voyez ici sur les pentes de la Croix-Rousse à côté de notre hôpital à Lyon, on voit que les gynécologues aussi, la gynécologie fait partie des sources d'inspiration pour les artistes. Je ne sais pas si c'est un membre de mon équipe qui est un artiste ou si c'est un artiste de rue qui a raté la médecine. Enfin bref, vous voyez que si vous aviez un doute, la médecine, la chirurgie et la gynécologie sont des arts. Voilà, donc très rapidement, les ultrasons en médecine, vous l'avez dit en introduction, en imagerie, on a besoin d'une fréquence élevée pour avoir une qualité d'imagerie, pour repérer facilement et bien visualiser les lésions. Les faisceaux ultrasonores sont parallèles les uns aux autres. L'intensité est relativement modeste et la durée d'exposition est d'un millionième de seconde, c'est extrêmement bref. En thérapeutique, c'est différent. La qualité, donc la fréquence des ultrasons n'a pas besoin d'être extrêmement élevée. On est entre 0,5 à 10 MHz. Les ultrasons ne sont plus parallèles mais focalisés sur la zone d'intérêt. L'intensité variable peut aller jusqu'à 10 000 fois l'intensité qu'on utilise pour l'imagerie, mais actuellement elle est d'environ 200 watts par centimètre carré. Et l'exposition est là beaucoup plus longue, puisqu'elle va de 1 à plusieurs secondes pour chaque impact de traitement. L'effet thérapeutique, il y a pour être clair et schématique, il y a deux effets. Il y a un effet non thermique qu'on appelle la cavitation. La cavitation, pour ceux on peut la schématiser très simplement, c'est quand vous avez une bouteille d'eau gazeuse. Quand la bouteille est fermée, vous ne voyez aucune microbulle qui apparaît, vous ouvrez la bouteille, vous créez une dépression au sein de la bouteille, et les microbules vont apparaître. C'est exactement ce qui se passe quand vous allez bombarder avec un ultrason une membrane cellulaire. Il y a des microbules qui sont présentes dans les tissus ou qui vont se générer par cette alternance de pression et de dépression. Quand vous avez l'ultrason qui repart, la microbule va grossir. Quand l'ultrason arrive sur la membrane cellulaire, les microbules diminuent. Et il se crée un mouvement de microbules dans la cellule, et qui va parfois même entraîner des perforations de la membrane, c'est ce qu'on appelle la cavitation inertielle. Vous voyez ici une image de microscopie électronique, la surface d'une membrane cellulaire qui est multiperforée par cette cavitation, par ces microbules qui vont entraîner une lésion tissulaire. À l'extrême, on a un effet chimique qui se crée, dénaturation des protéines et création de radicaux libres. Donc cet effet non thermique, c'est la cavitation. Il y a un effet mécanique direct des ultrasons sur les membranes, c'est un petit peu la même chose. Et puis bien sûr, l'autre effet, c'est l'effet thermique. Et au niveau de la zone de focalisation, qu'on voit ici, vous voyez, on arrive à peu près à une température de 80-85 degrés sur un volume d'environ 1 grain de riz. C'est à peu près chaque impact de tir qui est schématisé ainsi. Tout ceci, bien sûr, va interagir, puisque quand vous augmentez la température, quand vous faites bouillir de l'eau, il y a des microbules qui se créent. C'est la même chose au niveau des tissus. Vous augmentez la température, vous amplifiez le phénomène de cavitation. Ça, c'est le principe thérapeutique. Ce qui est intéressant, c'est la précision. Voici ici une grossesse dans une cicatrice de césarienne. C'est un traitement que j'ai été voir en Chine. Vous voyez, et rien ne les effraie. On a ici la vessie, on a ici la cicatrice, la grossesse dans la cicatrice. Et vous voyez, chaque impact, ils vont permettre comme ça de dévitaliser la lésion et la grossesse, et ainsi entraîner une involution de la grossesse sans chirurgie. On s'aperçoit aussi que, vous voyez, on a une plaque de plexiglas ici, vous voyez, la main passe entre le transducteur et la plaque de plexiglas, il n'y a aucun effet thermique sur la main. Si vous regardez ici, la plaque de plexiglas est en train de fondre. Donc on a vraiment un effet thermique extrêmement puissant, mais sur la zone de focalisation, et bien sûr pas sur le minimum sur le trajet entre l'émetteur et la zone d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe au niveau des tissus? Au niveau des tissus, on a tout d'abord dans les 24-48 heures l'apparition d'une zone de coagulation. Et puis petit à petit, cette zone de coagulation, en quelques mois, va se transformer en une zone de fibrose insensible. Alors les ultrasons sont utilisés en thérapeutique depuis longtemps, et je parle devant Xavier Martin, qui est un leader en France sur ce domaine, avec la lithotripsie depuis les années 80. Les ultrasons thérapeutiques avec Abergelet et puis Sébastien Crouzet, bien sûr, depuis les années 93 à Lyon notamment. Et puis maintenant, les techniques se développent, des combinaisons dans de multiples applications, et notamment la combinaison avec des chimiothérapies, et les ultrasons permettent d'ouvrir certaines membranes hématoménagées et faire diffuser certaines molécules de chimiothérapie qui ne pouvaient pas diffuser initialement, et c'est très intéressant notamment dans le cerveau.
Le domaine d'application est énorme et il est en train d'exploser. Hein. C'est un rapport de la fondation des ultrasons qui est à Charlottesville, à côté de Washington. Si vous regardez en bleu, c'est les essais qui sont en cours, non validés à la FDA, mais qui sont en cours et qui sont validés. On en a en neurochirurgie, sur le Parkinson, sur les tremblements essentiels. On en a bien sûr en oncologie, sur tout ce qui est cancer du sein, cancer de la prostate, vous allez avoir la discussion, cancer du rein, le cancer du pancréas, etc. En gynécologie, il y a un domaine d'application qui est extrêmement vaste, qui est bien sûr tout ce qui est fibrome utérin, tout ce qui est adénomiose, les tumeurs bénignes du sein, les cancers du sein, on l'a déjà dit, et puis ce dont je vais vous parler, notamment l'endométriose. On est à un stade d'une étude pilote. Voilà, donc je vais vous présenter ce résultat, c'est sur l'endométriose. Alors, l'endométriose, tout le monde en entend parler, c'est une maladie extrêmement fréquente qui touche à peu près 5 à 10% des femmes en âge de procréer. Il faut bien garder à l'esprit que c'est une maladie fonctionnelle. Il y a beaucoup d'analogies avec des pathologies plus sévères comme le cancer de l'ovaire, avec la migration des cellules dans l'intrapéritonéal, mais gardons tous à l'esprit que c'est une maladie fonctionnelle et que cette maladie, elle va s'éteindre, sous réserve que la patiente n'ait pas de traitement hormonal substitutif, cette maladie va s'éteindre à la ménopause. Donc il faut essayer de préserver au maximum les fonctions des organes affectés par cette maladie, puisqu'elle va guérir tout seule, spontanément, de façon physiologique. L'endométriose digestive, c'est probablement la forme la plus fréquente et la plus invalidante de ces lésions endométriosiques. Les lésions se localisent principalement en arrière du col de l'utérus, dans cette région qu'on appelle l'isthme utérin. Elles vont petit à petit proliférer et venir infiltrer de l'extérieur vers l'intérieur la paroi digestive, et c'est essentiellement la paroi rectale et la partie basse du sigmoïde. Puisque 80-85% des lésions endométriosiques digestives se localisent au niveau du rectum et du bas sigmoïde. Elles sont responsables bien sûr d'un syndrome natalo-thalamo rectal cataménial extrêmement invalidant et qui altère la qualité de vie des patients. La prise en charge, le traitement médical est souvent peu efficace et le traitement chirurgical est souvent assez rapidement proposé à ces patients. Il y a une étude assez très intéressante qui a regroupé plus d'une centaine de centres, qui est le groupe Franz, qui sont un groupe de chirurgiens français qui font partie du groupe de l'endométriose, de chirurgie d'endométriose, qui a été initié par le professeur Horace Roman, qui est maintenant à Bordeaux. Et donc on a eu comme ça, à peu près, c'était en 2016, 1500 patients opérés de chirurgie digestive. On sait à peu près comme ça un petit état des lieux, une photo en 2016 de ce qui est proposé aux patients. 48% des patients ont, pour des atteintes digestives, des shavings, c'est-à-dire qu'on va raser les tuniques digestives pour essayer d'éviter l'amputation du rectum, qui est extrêmement dommageable chez ces patients. Il y a des résections discoïdes chez à peu près 7,3% des patients, et puis quand même, une patiente sur deux ont des résections segmentaires, et les résections segmentaires chez ces femmes de 25-30 ans, certes, elles vont être améliorées sur le plan des douleurs, mais elles ont des conséquences fonctionnelles, et ces conséquences fonctionnelles, croyez-moi, elles sont extrêmement invalidantes. C'est le syndrome du rectum court, c'est des patientes qui vont les générer 4 fois par jour, 5 fois par jour. Elles ne vont pas sentir si c'est des gaz ou si c'est des sels. La motricité rectale marche moins bien, des manœuvres digitales pour l'exonération, et puis bien sûr, on traumatise les nerfs parasympathiques qui vont énerver la vessie notamment, et donc c'est des patientes qui font des dysuries. Et dans 3, 4, 5 ans, ou 10 ans, 15 ans, elles peuvent éventuellement développer des prolapsus. Cette chirurgie est classiquement faite par célioscopie, avec parfois mini-laparotomie, ou plus largement, vous voyez ici, c'est une véritable pelvectomie postérieure, où on a fait l'hystérectomie, la résection rectale, chez des patients de 25-30 ans. C'est là où je dis, oui, c'est des analogies avec la chirurgie carcinologique, mais c'est une maladie fonctionnelle, il faut essayer de trouver des alternatives. Alors les alternatives que nous évaluons actuellement à Lyon, c'est donc les ultrasons focalisés dans l'endométriose rectale. L'objectif principal de notre étude, c'est de savoir si, à l'aide du dispositif Focal One, la sonde Focal One utilisée dans le cancer de la prostate, est-ce que cette sonde nous permettait de visualiser les lésions endométriosiques digestives. Nous n'avons aucun modèle animal, aucune expérience, aucune donnée en littérature qui évaluait cette sonde pour repérer les lésions. Donc l'objectif principal, c'est avec la sonde, est-ce que je suis en mesure de voir la lésion endométriosique digestive? Et les objectifs secondaires, c'était si je vois la lésion, je crée une lésion efflue sur cette lésion endométriosique. Je recherche des modifications morphologiques, alors sur la première partie c'était à 3 mois, et dans la deuxième partie ça va être à 6 mois. Évaluation des symptômes et de la qualité de vie à 1, 3 et 6 mois. Et puis évaluation bien entendu des complications. On est sur la cloison recto-vaginale, on est qui est épaisse de quelques millimètres. Est-ce à brouiller ces lésions, est-ce qu'on ne va pas créer des fissures recto-vaginales notamment? Donc cette étude pilote est maintenant terminée, nous avons inclus 23 patientes.
Les critères d'inclusion, c'était des lésions rectales uniques, pas de traitement par analogue pour mettre en ménopause dans les 3 mois qui précèdent, parce qu'on voulait vraiment avoir une véritable objectivité dans l'évaluation des symptômes. Il y a eu deux phases. Une première phase qui a commencé en 2015 jusqu'à juillet 2017. On a inclus à peu près 5 patientes. Plus de 35 ans, ils n'ont plus de projet de grossesse. Et c'est la NSM qui nous avait imposé ces critères extrêmement restrictifs, parce que ces femmes sont souvent infertiles. Et donc, plutôt au projet de grossesse après 35 ans, c'est souvent difficile. Donc, c'est pour ça que l'inclusion a été très très lente. Mais en l'occurrence, là, je dirais que la NSM en prend plein la figure en ce moment. Là, je pense qu'ils ont été prudents et raisonnables. Et surtout, ils ont été à notre écoute. Au-delà, après les 5 premières patientes, pas de complications, difficulté pour inclure les patientes compte tenu de ces critères. Ils ont largement accepté, ils ont très facilement accepté l'élargissement des critères d'inclusion, puisqu'ils nous ont dit plus de 25 ans, n'ayant plus de projet de grossesse, et là nous avons traité 16 patientes depuis. Bilan opératoire, c'est une technique d'échographie, un protocole d'échographie que j'ai développé dans le service, qui est ce que j'appelle la rectosonographie 3D. C'est très simple, échographie endovaginale, vessie pleine, et puis on injecte de l'eau dans le rectum et on fait des acquisitions 3D. Ce qui nous permet, vous voyez, de reconstruire en 3D, ici c'est le nodule rectal, ici vous voyez le pourcentage de sténose de la lumière intestinale, on voit parfaitement bien la lésion, et on comprend ce qui se passe en péricté cataméniale, ça crée un obstacle, ça crée vraiment une occlusion endoluminale, et donc c'est syndrome rectal cataménial. On peut avoir des coupes extrêmement précises type scanner, et puis bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le volume de la lésion, puisqu'on va traiter ce volume après par ultrason. On a fait également des IRM, bien sûr, et ce qui est très intéressant, et ce qui est très important, le plus important, on pourrait y revenir, c'est la hauteur de la lésion par rapport à la marginale, compte tenu des contraintes anatomiques liées à la sonde Focal One. Alors le traitement, il se fait sous rachianesthésie, la durée moyenne c'est 1 heure, vous voyez, en un premier temps d'exploration, la sonde ici Focal One, ici c'est la cellule d'échographie pour repérer la lésion, limite supérieure, limite inférieure, antérieure, postérieure. On va ainsi définir le volume, voir s'il est à peu près superposable à ce que nous avions estimé en préopératoire. Une fois que nous avons défini le volume, la machine automatiquement découpe les lésions en X étages, et dans chaque étage, nous limitons le contour, et ensuite, automatiquement, la machine définit le nombre de tirs par étage. Donc en gros, 4 à 5, les volumes de lésions sont souvent assez petits, c'est maximum 2 cc, 2-3 cc, et donc en moyenne, en 3 à 4 minutes de traitement, on a complètement traité l'ensemble du menu. Toutes les patients sont sortis à J1 post-traitement. Voilà un exemple de traitement, c'est comme pour la prostate, on les met en décubitus latéral, et puis vous voyez ici la sonde Focal One avec le ballonnet gonflé pour permettre la diffusion des ultrasons. Ici c'est le contour, c'est un étage de traitement, vous voyez le contour que j'ai défini autour de la lésion, et vous voyez cette espèce de sablier ici, hypoéchogène noir, c'est la lésion endométriosique. Et donc ici vous voyez chaque point rouge qui devient un point vert, enfin chaque point vert qui devient un point rouge, chaque point qui est traité. Là on va changer d'étage et on retraite, etc., etc. On fait ça sur 4, 5, 6 étages. Durée totale du traitement, 3 à 4 minutes. L'évaluation des symptômes, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu 2 phases. Il y a eu une première phase de 11 patientes, avec des lésions que j'ai incluses, qui étaient des lésions à la fois rectales et sigmoïdiennes. Comme je n'avais pas d'informations plus précises, il y avait une grande, finalement, pas beaucoup de corrélation entre la description anatomique, radiologique, chirurgicale. Donc j'ai inclus toutes les patientes qui me paraissaient intéressantes, et en fait, a posteriori, c'est des lésions rectales et du pas sigmoïde. Et donc, comme vous pouvez le constater, on a pu traiter 9 patientes sur les 11, ce qui fait 82% de traitement. Il y a eu 3 échecs, c'était des localisations endométriosiques qui étaient trop haut situées pour pouvoir les permettre on les avait vues, mais on ne pouvait pas monter la sonde pour la mettre en regard de la lésion. Et puis il y a eu 6 lésions, ce qui est important, ce qui est intéressant quand même, 6 lésions traitées sur 9. On estime qu'on a traité partiellement, c'est-à-dire à peu près la moitié de la lésion. 2 tiers des patients ont eu simplement la moitié de la lésion traitée. Voici les résultats en termes de symptômes à 1 et 6 mois. C'est un diagramme radar, vous voyez, donc c'est une échelle visuelle analogique classique. Donc on voit ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que les douleurs diminuent. Regardez les dysménorrhées, en rouge c'est à 1 mois et en vert c'est à 6 mois. Les dysménorrhées, on était à 8, on est tombé à un peu moins de 5 et à 3,8 à 6 mois. Pour les diarrhées, on a une amélioration significative à 1 mois. Pour les TNS, on a une amélioration significative à 1 et 6 mois. Pour l'asthénie, amélioration significative à 1 et 6 mois. Et puis pour les douleurs et radiations postérieures, ces douleurs qui sont très invalidantes pour ces patientes, amélioration significative dès le premier mois et qui se prolonge à 6 mois. On a apparition à 6 mois d'une amélioration significative des constipations et des faux besoins. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une véritable efficacité sur les symptômes, notamment digestifs et gynécologiques, qui sont très invalidants.
L'endométriose, on sait très bien que c'est important d'avoir l'évaluation des symptômes, mais il faut aussi avoir, comme dans toutes les pathologies qu'on opère, l'évaluation de la qualité de vie, c'est est-ce que finalement il y a un bien-être plus général. Et là encore, vous voyez, donc là c'est l'inverse, plus l'échelle est élevée, plus la qualité de vie est bonne. Vous voyez, en préopératoire, globalement, la qualité de vie des patients était en dessous de 5 sur 10. Si vous regardez à 1 et 6 mois, on a une augmentation de la qualité, diminution de l'imitation due à l'état physique, on a une augmentation de la vitalité à 1 et 6 mois, du bien-être mental, des douleurs physiques à 1 et 6 mois qui sont très nettement significativement diminuées, de la santé globale également à 1 et 6 mois et l'amélioration globale. Et moi, ce qui me paraît extrêmement intéressant chez ces femmes jeunes, si vous regardez en bas, à 6 mois, ces patientes ont une amélioration significative de la vie sociale. C'est-à-dire qu'elles sont finalement, elles vivent un isolement social depuis finalement leur première règle, puisqu'elles sont à l'infirmerie tous les mois. Après, elles se poursuivent tout au long de leur adolescence et puis de leur vie de jeune femme. Et finalement, après ce traitement, on a l'impression qu'elles retrouvent une vie sociale qui est beaucoup plus riche à 6 mois. Donc ça, c'était sur les premières patientes, les 2 tiers traités, 50% des adultes traités. On a repris ces premières données et puis on a essayé de mieux sélectionner les patients. Les 12 suivantes, c'est des patients toujours une lésion unique, rectale, entre 8 et 12 cm de la marge anale. Et donc là, je n'ai que les données à 1 mois pour le moment, mais vous voyez, en termes de symptomatologie douloureuse, à 1 mois, on a déjà une amélioration significative des dysménorrhées, de l'asthénie, des douleurs à irradiation postérieure, des faux besoins et des dyskésies. Donc on a vraiment mieux sélectionné les patientes. Toutes les patientes, sauf une, ont été traitées. Le volume complet a été traité. Donc on a vraiment l'impression que là, on a mieux défini les critères de sélection des patients et la symptomatologie semble également s'améliorer. Qu'en est-il de la qualité de vie? Et bien là encore, dès le premier mois, avec ces critères de sélection, on a une amélioration significative de la qualité de vie, de la limitation due à l'état émotionnel, de la vitalité, du bien-être mental, de l'activité sociale, de la santé globale et de la santé mentale. Donc c'est ces résultats préliminaires qui sont extrêmement encourageants sur cette série. Qu'en est-il de l'imagerie? Sur la première série, on n'avait pas démontré de diminution significative de la taille des lésions, mais l'IRM était faite à 3 mois pour ce traitement. C'est probablement un petit peu trop précoce. Là, si je vous montre une photo d'une personne que j'ai vue hier, des photos d'échographie d'une personne que j'ai vue hier, qu'on a traitée, qui a 6 mois de traitement, de recul. Le volume, vous voyez, était 1,2 cc avant le début du traitement, avant le traitement. À 1 mois, on était à 1,3, donc légère augmentation, probablement l'œdème post-traitement. À 3 mois, on était à 0,43 et à 6 mois, on est à 0,2 cc. On a perdu 1 cc en 6 mois avec le traitement. Donc, on pense qu'on est quand même dans la bonne direction, avec vraiment, pour le coup, un traitement, je ne dirais pas une chirurgie, mais un traitement on ne peut plus mi-invasif. Donc, on a pu démontrer avec cette étude pilote qu'on avait une faisabilité de repérage de 100% et du traitement 87%, 92% dans la deuxième série des patients. Donc, on a beaucoup mieux sélectionné ces patientes en prenant des lésions du moyen et du rectum. Il n'y a pas de diminution de la lésion à 3 mois, je vous l'ai dit. L'imagerie était, à mon avis, trop précoce pour qu'on puisse voir une diminution. Et le traitement est insuffisant. On a vu, je vous ai expliqué qu'on avait traité que 50% des lésions dans la première série de patientes. Et puis aussi la dose, on n'a aucune donnée dans la littérature qui nous dit le nodule d'endométriose digestif, il atténue les ultrasons de temps. Donc il faut que vous mettiez telle intensité pour diminuer, pour être efficace. On ne sait pas. Donc on a fait vraiment des simulations à l'INSERM pour essayer, en se rapprochant de ce qui était connu sur les fibromes, sur le VIH, sur le cancer de la prostate. Et on a fait un petit mélange, un petit cocktail pour ne pas avoir de complications et espérer avoir un effet thérapeutique. Force est de constater qu'on est probablement dans la bonne direction, mais qu'évidemment, on est au début, il faut de l'humilité et se dire qu'on va probablement affiner les choses. Et puis ce qui est intéressant, c'est les complications, beaucoup moins de complications que la chirurgie et bien sûr aucune fissure rectovaginale. La suite, c'est quoi? Octobre 2018, ça a commencé, octobre 2019. Donc, c'est un élément que nous n'avons pas dans la littérature sur l'atténuation des faisceaux ultrasonores. Vous voyez, ça c'est notre interne, Cyril Lafont, qui est directeur de l'INSERM avec lequel on travaille, qui hier mesurait l'atténuation des ultrasons sur un nodule sigmoïdien qu'on a réséqué. Donc, pour essayer d'avoir cette information et affiner les traitements. Il y a des modèles murins pour essayer de comprendre ce que font les ultrasons de façon très spécifique sur ces ultrasons focalisés sur l'endométriose digestive. Nous écrivons un protocole qui sera finalisé demain fin de semaine sur 60 nouvelles patientes à partir du premier semestre 2019. Et on espère une nouvelle sonde dédiée à l'anatomie féminine pour fin 2019. À ce moment-là, pouvoir traiter des lésions beaucoup plus situées, peut-être jusqu'au sigmoïde, les fameuses lésions qu'on n'a pas pu traiter initialement.
Voilà, donc je tiens à remercier bien sûr toute l'équipe avec laquelle je travaille, la société LabTMS qui supporte cette étude, et puis bien sûr les patientes qui, comme celle-là a témoigné il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, montrent qu'elles sont globalement, l'impression est pas simplement des chiffres, qu'elles ont aussi vraiment, si elles de témoigner, c'est qu'elles sont améliorées. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je peux évidemment essayer d'y répondre. Merci beaucoup de cette communication intéressante. Si j'ai bien compris, il y a 10% des femmes qui font d'endométriose. Parmi ces 10% des femmes, il y en a quel pourcentage qui vont bénéficier de ce. Il faut estimer qu'à peu près il y a de formes. Alors, c'est un petit 10% de femmes endométriosiques, parce qu'il faut se méfier, on colle vite l'étiquette endométriosique sur toutes les patients, et c'est à peu près 1% des femmes en âge de procréer qui ont des atteintes endométriosiques digestives. Et ces gens-là, et ces femmes-là peuvent bénéficier de ce. 80% des localisations endométriosiques digestives sont localisées au niveau du rectum et du bas sigmoïde. Donc, qui pourrait être. Alors, chaque celle qui peut le faire, si on vraiment dans le fond des choses, celles pour lesquelles c'est intéressant, c'est les atteintes rectales. Il faut éviter les amputations rectales chez ces jeunes femmes. Donc ça, c'est le message fondamental, c'est ça. Après, le sigmoïde, on sait tous que quand on enlève un petit bout de sigmoïde, je pense que la place de la chirurgie dans les atteintes sigmoïdiennes est probablement on doit rester en première ligne. Est-ce qu'il y a des récidives? Alors, dans la première série, j'ai une patiente qui a été opérée. Le milieu était trop gros, j'avais traité à peine, je pense, 50% de lésions. Il n'y a pas eu de complications liées à la chirurgie. J'ai pas de récidive j'ai pas de patients qui n'ont pas été. J'ai des patients qui n'ont pas été améliorés, j'en ai 2 dans cette nouvelle série, mais autrement, j'ai pas de. À part ces échecs de traitement, j'ai pas pour le moment de récidive nette. Et si je rebondis sur ce que vous dites, je ne vois pour moi aucune alternative à retraiter. Aucune alternative. C'est-à-dire quand on affinera les données, quand on aura une sonde un peu plus petite, même les personnes de la première série sont globalement améliorées. Si par malchance vous avez tendance à récidiver, ce qui est sans aucun doute, ça ne m'effraie pas et je le préviens, avec une sonde un peu plus petite, en affinant les paramètres de tir, je ne vois aucun problème pour retraiter. Je ne sais pas un prostate si vous le faites, mais est-ce qu'il y a des questions? Je pense que vous avez convaincu tout le monde. Bon, merci. Donc, nous attendons que vous reveniez dans quelques temps avec une série plus étoffée et des indications de l'heure. Et surtout, si la modification technologique, nous apporterons quelque chose. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Merci en tout cas pour votre invitation.